C'est l'heure du journal sur la Green TV International. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici les titres. Le Togo enregistre un déficit de 120 MW d'approvisionnement énergétique. Pour y remédier, le pays a établi de nouvelles stratégies énergétiques axées sur la diversification et la sécurisation des fournitures d'électricité. La gagner, un arbre emblématique aux multiples vertus, est menacé de disparition au Maroc à cause du changement climatique. À cet effet, les autorités du pays mettent en place des réformes afin de protéger cette espèce. Et puis la superficie de la banquise arctique au nord du Canada enregistre un nouveau record de baisse de glace, une situation alarmante due aux chaleurs extrêmes. C'est tout pour les titres, bienvenue. Au Togo, les besoins énergétiques deviennent de plus en plus des défis persistants, tant pour le gouvernement que pour la population togolaise. Malgré une baisse de l'électrification, les besoins énergétiques sont toujours constants. Les détails avec Honoré Kata. Le Togo fait face à un déficit énergétique de 120 MW, comblé par des importations depuis le Ghana et le Nigeria. Cette dépendance expose le pays à des vulnérabilités économiques et logistiques, mettant en lumière l'urgence d'une autonomie énergétique. En réponse, le gouvernement mise sur une diversification des ressources intégrant les énergies renouvelables, notamment le solaire, l'hydroélectrique, la biomasse et le fossile, tout en renforçant ses infrastructures de transport et d'efficacité énergétique. L'installation de 137 MW d'énergie renouvelable, notamment solaire, témoigne d'une transition prometteuse vers des solutions durables et accessibles. Toutefois, l'intermittence des renouvelables nécessite des solutions technologiques telles que les batteries de stockage et les plateformes de regasification. Par ailleurs, le financement reste un défi majeur. La mobilisation de ressources pour des projets structurants comme la centrale thermique à cycle combiné et le barrage de Tététou conditionne la réussite de cette vision ambitieuse. La réussite de cette stratégie repose sur un équilibre subtil entre innovation, financement et inclusion. L'approche hybride, associant fossiles et renouvelables, est pragmatique à court terme, mais nécessite des investissements massifs et une implication rigoureuse pour assurer une transition durable. L'association élite des randonneurs du Togo, en collaboration avec la mairie Koza 1, a organisé samedi dernier une opération de nettoyage dénommée Jogging Salubrité dans les artères de la ville de Kara. Cette activité de nettoyage vise à rendre plus attractifs les quartiers après les fêtes de fin d'année. Suivant. Jogging Salubrité, c'est le nom donné à l'opération de nettoyage déroulée samedi dernier à Kara. Organisée par l'association Élite des randonneurs du Togo, ERT, et la mairie de Koza 1, cette activité s'est effectuée à travers une marche sportive avec le soutien de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique ANASAP. Munis de râteaux, de pelles, de balais et de poubelles, ils ont curé les caniveaux, balayé puis ramassé les déchets plastiques, jonchant les routes et les rues urbaines. Cette activité donne ainsi un nouveau look à la ville, devenue plus attractive. À travers cette opération, l'association ERT entend mettre au propre les villes en général et celle de Kara en particulier, après le passage des fêtes de fin d'année. Cette activité sportive relative à la préservation de l'environnement et à la lutte contre les effets du changement climatique seront également prévues pour cette année 2025. Le président de l'ERT, Kabia Balokmondom, a indiqué que son association intervient habituellement dans le sport à travers les randonnées dans les montagnes et zones touristiques pour faire découvrir au public la richesse du Togo. Il a jugé important d'accompagner ces randonnées par des activités environnementales afin d'apporter à la population un cadre de vie plus propre, plus sain et plus durable. L'association Les Élites des randonneurs du Togo, qui va bientôt fêter son anniversaire en janvier 2025, œuvre dans le sport et la préservation de l'environnement via l'organisation des randonnées des montagnes de Lama et de Tchare. Elle projette organiser d'autres types de randonnées très prochainement dans la préfecture de l'Abina.
Un centre consacré aux papillons à Nairobi au Kenya fait valoir son temps de recherche et de découverte. Unique en son genre, il regorge d'espèces rares qui sont des trésors pour les passionnés de la lépidoptérologie. Le propriétaire espère que ces recherches se perpétueront après lui. La découverte avec Léonce Sago. Au cœur de Nairobi se trouve un centre de recherche qui abrite toute une collection de millions de papillons. Le propriétaire Steve Collins tente d'assurer son avenir. Vaste d'environ 6071 mètres carrés, le centre comprend des centaines d'arbres et d'arbustes à fleurs qui rassemblent les conditions parfaites pour la reproduction des papillons. La carrière de Collins, qui dure depuis des décennies, a commencé comme un passe-temps d'enfance. J'ai toujours appris sur la nature depuis que je suis tout petit. Nous avons passé les 28 premières années de nos vies dans la région du Mont Elgon, mais je travaille sur les papillons depuis l'âge de 5 ans et c'est devenu très sérieux vers mes 9 ans. Des millions de papillons sont stockés au centre, un chiffre que même Collins a du mal à réaliser. Le chercheur est actuellement à la quête d'un financement et une personne ou une institution pour protéger la collection. Cette collection est la plus grande collection de papillons africains au monde. Elle compte 1,2 million de papillons épinglés et 3 millions d'autres, ce qui est difficile à imaginer en termes de volume. C'est énorme. Pour nous, l'enjeu pour l'avenir est d'obtenir un soutien financier pour développer la biodiversité et surtout trouver un lieu sûr pour ce centre de recherche quand je ne serai plus là. En plus de ses recherches et de ses collections, Collins a écrit 8 livres au cours de ses 60 années d'expérience dans le domaine de la lépidoptérologie. Face aux défis croissants du changement climatique, le Maroc intensifie ses efforts pour préserver l'Aganier, un véritable trésor naturel et culturel. Cet arbre emblématique reconnu patrimoine mondial par l'UNESCO est aujourd'hui au cœur des réformes pour protéger les écosystèmes uniques et fragiles. Les précisions dans cet élément. L'Aganier, symbole du sud marocain, est un arbre à tout faire. Ses fruits produisent de l'huile d'argan, réputée pour ses vertus cosmétiques et culinaires. Cet arbre joue aussi un rôle essentiel dans la lutte contre la désertification. Pourtant, cet héritage, bien qu'il soit symbole de résilience face au stress hydrique, est menacé par la sécheresse prolongée et l'avancée du désert. Cette espèce d'arbre a été fortement touchée cette année par le manque de précipitations, ce qui affecte la production d'huile d'argan. Face à cette menace, le Royaume du Maroc a lancé des initiatives ambitieuses. Parmi elles, le plan Maroc vert, qui inclut un programme de plantation de 10 000 hectares d'Aganier chaque année et la création de coopératives féminines pour valoriser l'huile d'argan tout en préservant l'environnement. Pour rappel, le Maroc dispose d'une importante richesse forestière qui contribue de manière significative à l'économie du pays. Il dispose des arbres rares, dont le plus important est l'Aganier, que l'UNESCO classe comme patrimoine mondial de l'humanité. Plus qu'un simple arbre, l'Aganier est un symbole de combat pour l'équilibre entre la nature et le développement. Une bataille que le Maroc entend mener pour léguer aux générations futures un patrimoine naturel et une économie durable. L'entreprise saoudienne des énergies renouvelables Aqua Power a annoncé un accord de financement avec O Energy pour la construction d'un parc éolien en Égypte. Ce projet d'envergure permettra à l'Égypte d'atteindre ses objectifs dans les énergies renouvelables, notamment dans la production d'électricité. Rafiatou Nderikou. L'entreprise saoudienne Aqua Power, spécialisée dans les projets d'énergie renouvelable à grande échelle, a scellé le 2 janvier 2025 un accord de financement avec son partenaire Ho Energy pour un projet de parc éolien en Égypte. Ce projet ambitionne de développer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique égyptien et s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement à atteindre son objectif de 42% d'énergie renouvelable dans sa production
production d'électricité d'ici 2040. Il a bénéficié d'un prêt de 703,6 millions de dollars américains soutenu par un consortium bancaire de premier plan et une contribution significative de la Banque africaine de développement à hauteur de 170 millions de dollars. Une fois achevé, ce parc va alimenter environ 1,080 million de foyers en électricité tout en contribuant à la réduction des émissions de dioxyde de carbone de 1,1 million de tonnes par an. Marco Arceli, directeur général d'Aqua-Power, souligne que le bouclage financier pour le parc éolien de Suez marque une étape importante dans l'ambitieux parcours de l'Égypte en matière d'énergie renouvelable et renforce l'engagement d'Aqua-Power à favoriser le développement durable dans la région. Outre ses avantages environnementaux, le parc éolien Suez Wind Farm représente une avancée majeure vers un avenir énergétique plus propre et plus durable non seulement pour l'Égypte, mais aussi pour la région tout entière. Le Tchad a récemment reçu un don composé d'équipements informatiques, des kits hydrauliques et des véhicules de la part de la Chine. Grâce à ces équipements, le pays va pouvoir accentuer son projet d'approvisionnement en eau potable dans ses provinces. Le commentaire est signé Rafetou Berikou. Des équipements informatiques, des kits hydrauliques et des véhicules ont été remis au ministre tchadien de l'eau et de l'énergie, Passalé Kanabé Marcelin. Ce don de la Chine se justifie par une riche collaboration avec le Tchad. Ces équipements viennent appuyer la réalisation du projet d'aide à l'approvisionnement en eau dans les provinces de l'Endi Est, du Salamote et du Mondoul au Tchad. Ce projet prévoit la réalisation de nombreuses infrastructures hydrauliques, à savoir les mini-adductions d'eau potable, des forages équipés de pompes manuelles, des puits pastoraux, des blocs de latrines et des unités de balises. L'ambassadeur de Chine au Tchad, Wang Xining, présent à la cérémonie de remise de ces équipements, a souligné l'importance de ce projet pour les populations tchadiennes. En effet, l'accès à une eau de qualité est essentiel pour préserver la santé, développer l'agriculture et améliorer les conditions de vie en général. Le projet d'aide à l'approvisionnement en eau aura donc un impact significatif sur la vie des populations des régions ciblées en améliorant considérablement leur accès à l'eau potable. De plus, ce projet comprend également des études approfondies sur les ressources en eau souterraine du Tchad. La banquise arctique au nord du Canada va mal. La région est dénudée de glace en début d'année. La situation est inhabituelle et témoigne de l'ampleur et de la gravité du changement climatique. Viva Samana nous décrit davantage cette situation à travers cet élément. Jamais en cette période de l'année, la banquise arctique n'a été si basse. Le détroit d'Hudson dans le nord du Canada, qui est habituellement recouvert de glace au début de l'année, se retrouve à l'air libre. Ce triste paysage vient confirmer un constat, celui d'une baisse record de la superficie de la banquise arctique. Il fait naturellement froid dans cette région septentrionale du pays de la feuille d'érable, mais les températures de ces derniers jours sont supérieures d'une dizaine de degrés à ce qui est normalement relevé en ce moment de l'année. Cette hausse de la température a des répercussions sur le paysage. L'on constate une baisse de la superficie de 300 000 km² actuellement. Depuis 1980, c'est plus de 2 millions de km² de glace qui ont disparu de ce territoire glacial du pôle Nord. Normalement, la banquise arctique est censée être en pleine phase de recharge hivernale. Mais ce phénomène est de moins en moins efficace. Les scientifiques estiment que si le phénomène s'amplifie, l'Arctique connaîtra dans les 10 prochaines années sa première saison estivale sans glace. C'est sur ces images de la banquise arctique que s'achève ce journal. Merci de votre aimable attention. L'information continue. À très bientôt. Green TV International, we revive the environment.